Pour écrire la disparition, Georges Perec s'est donné une contrainte, la contrainte, dont je dois faire motus ici. Sur le 4e de couverture, un certain Pingot nous avertit. Trahir qui disparut dans la disparition ravirait au lisant subtil tout plaisir. Motus donc, sur l'inconnu noyau manquant, un rond pas tout à fait clos finissant par un trait horizontal, blanc sillon d'un natif où s'abîma un Anton Voil, mais d'où surgit aussi la fiction. Disons sans plus qu'il a rapport à la vocalisation. L'aiguillon paraîtra à d'aucuns trop grammatical. 20 soupçons. Contraint par son savant pari à moult combinaisons, allusions, substitutions ou circonclusions, jamais GP n'arracha au banal discours joyau plus brillant ni si pur. Jamais plus folle alibi n'accoucha d'avatar si mirobolant. Oui, il fallait un grand art, un art hors du commun pour fourbir tout un roman sans ça. Et c'est donc en marchant sur des... Excusez-moi. Que je vous emmène, par des chemins un peu raccourcis, dans la disparition de Georges Perec. Avant-propos. 3 cardinaux, un rabbin, un amiral franc-maçon, un trio d'insignifiants politicards soumis au bon plaisir d'un trust anglo-saxon ont fait savoir à la population par radio puis par placard qu'on risquait la mort par inanition. On crut d'abord à un faux bruit, il s'agissait, dit-on, d'intoxication, mais l'opinion suivit. Chacun s'arma d'un fort gourdin. « Nous voulons du pain !» criait la population, conspuant patron nanti pouvoir public. Ça complotait, ça conspirait partout. Un flic n'osait plus sortir la nuit. À Mâcon, on attaqua un local administratif. À Rocamadour, on pilla un stock. On y trouva du thon, du lait, du chocolat par kilo, du maïs par quintot, mais tout avait l'air pourri. À Nancy, on guillotina sur un rond-point 26 magistrats d'un coup. Puis on brûla un journal du soir qu'on accusait d'avoir pris parti pour l'administration. On tuait son frangin pour un saucisson, son cousin pour un bâtard, son voisin pour un crouton, un quidam pour un quignon. On pillait, on violait, on mutilait. Mais il y avait pis, on avilissait, on trahissait, on dissimulait. Nul n'avait plus jamais un air confiant vis-à-vis d'autrui. Chacun haïssait son prochain. Waouh! Sentez-vous comme la lecture est précipitée? On finit chaque paragraphe essoufflé. Et même sans connaître la contrainte que s'est imposée Perec et qui fait de la disparition l'un des plus longs lipogrammes de la littérature, le style d'abord nous saisit. Les respirations que cherche d'habitude le lecteur à haute voix sont difficilement trouvables, voire ont disparu. Ce n'est pourtant pas d'air qu'on manque, ni même d'eau d'ailleurs. C'est d'autre chose. Mais de là à dire que le lecteur à haute voix risque la mort par inanition comme la population décrite au début du roman, peut-être pas. Mais le lecteur attentif noterait au moins dans un coin de sa tête, comme un indice microscopique que seul Sherlock Holmes aurait su relever, qu'il y a là une coïncidence troublante entre le sort de la population du roman et son propre sort de lecteur. Du reste, et c'est une des clés de lecture de ce roman, les personnages du livre et le lecteur sont pris dans des destins parallèles. Les personnages sont mis sur la piste d'une disparition, de plusieurs disparitions, tandis que le lecteur perd le fil régulièrement et doit donc se positionner lui aussi en enquêteur. J'ajoute que certains proches de Perec y voient un 3e destin mis en jeu, celui de l'auteur lui-même, qui, ayant perdu ses parents très jeunes durant la Seconde Guerre mondiale, imagine peut-être, à travers l'écriture de ce roman, une vie sans... Oups, excusez-moi, j'ai dû appuyer sur une touche de mon clavier. Je reprends. Bon, il faut dire toutefois que le lecteur a un avantage certain sur les personnages. En effet, les personnages ont la tâche incroyablement complexe de deviner ce qu'il manque. Ce qu'on a perdu, c'est facile, il suffit de comparer la période où c'était là et la période où ça ne l'est plus, et d'écrire tous les changements opérés par cette perte. Mais un truc qui manque, et dont on ne parvient plus à se souvenir de l'existence passée et dont on devine mal la nature. Voilà donc l'impossible énigme soumise à Anton Voil, notre premier personnage, qui va tourner et retourner le monde qui s'offre à lui pour tenter de percer le mystère dont il a
une fois au moins aperçu la silhouette floue sur l'un de ses tapis. Chapitre 1. Anton Voil. Anton Voil n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo, il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son pouls battait fort. Il avait chaud. Il s'accroupit sur son tapis, prit son inspiration, fit 5 ou 6 tractions, mais il fatigua trop tôt, s'assit, fourbu, fixant d'un air las l'intrigant croquis qui apparaissait ou disparaissait sur l'aubusson, suivant la façon dont s'organisait la vision. Ainsi parfois un rond, pas tout à fait clos, finissant par un trait horizontal. On aurait dit un grand jet vu dans un miroir. Ou, blanc sur blanc, surgissant d'un brouillard cristallin, l'hautain portrait d'un roi brandissant un harpon. Il fit tout pour dormir, mais il n'y parvint jamais. Il mit un pyjama à pois, puis un maillot, puis un collant, puis un foulard, puis la gandoura d'un cousin spahi, puis il coucha tout nu. Il fit son lit d'au moins 20 façons. Un jour, il loua à prix d'or un dortoir, mais il tâta aussi du lit pliant, du chalit, du lit clos, du lit à baldaquin, du sac, du divan, du sofa, du hamac. Il frissonna sans drap, il transpira sous un plaid, il compara l'alpha au capoc, il coucha assis, accroupi, à califourchon, il consulta un fakir qui lui proposa son grabat à clous, puis un gourou qui lui ordonna la position yoga, son avant-bras droit comprimant l'occiput, il joignit son talon à sa main. Mais tout s'affirmait vain. Il n'y arrivait pas. Il croyait s'assoupir, mais ça fondait sur lui, dans lui, ça bourdonnait tout autour, ça l'opprimait, ça l'asphyxiait. Chapitre 2. Il y avait un manquant, il y avait un oubli, un blanc, un trou qu'aucun n'avait vu, n'avait su, n'avait pu, n'avait voulu voir. On avait disparu. Ça avait disparu. Chapitre 3. Plus tard, voulant toujours y voir plus clair, il tint un journal. Il prit un album, il inscrivit en haut du folio initial « La disparition ». Puis plus bas, « Il a disparu ». Qui a disparu? Quoi? Il y avait, il y aurait, il pourrait y avoir un motif tapis dans mon tapis, mais plus qu'un motif, un savoir, un pouvoir. L'on voudrait un mot, un nom, l'on voudrait rugir « Voilà la solution, voilà d'où naquit mon tracas ». L'on voudrait pouvoir bondir, sortir du sibyllin, du charabia confus, du mot à mot gargouillis. Mais l'on n'a plus aucun choix, il faut approfondir jusqu'au bout de la vision. L'on voudrait saisir un point initial, mais tout a l'air si flou, si lointain. Il tint son journal durant 5 ou 6 mois. Dans ce chapitre donc, Anton Voil a choisi d'écrire pour comprendre. Il n'est pas un lecteur passif du monde qui se déploie autour de lui, mais il en est un lecteur-poète, un poète-lecteur indissociable qui fait et refait le monde pour en saisir la clé. Petit aparté, ça me fait penser au Cosmé de Meurice, qui nous dit qu'il a trouvé une des clés les plus importantes, selon lui, du voyelle de Rimbaud, en testant une des clés qu'il avait lui-même inventées pour l'un de ses poèmes particulièrement récalcitrants, dit-il, et qui permettait, comme par magie, d'ouvrir un nouveau monde dans voyelle. Et c'est donc bien en lecteur-poète, ayant manié des heures et des heures des clés de toutes sortes dans son garage de poète, qu'il a finalement eu l'intuition révélatrice. Et c'est aussi en poète que l'Anton Voil de Pérec entend trouver la clé du mystère dont il est le héros. Anton Voil se met à écrire dans tous les sens et nous suivons tant bien que mal ses essais successifs. À vrai dire, c'est un des premiers endroits du livre où j'ai eu la tentation d'arrêter la lecture. Je vais vous lire un extrait des délires littéraires d'Anton Voil, dont j'ai eu plusieurs fois l'impression que le père Pérec nous pissait un peu de la copie pour gonfler son lipogramme et battre le record du monde. On est toujours au chapitre 3. Un jour, il imagina tout un roman. Il y aurait dans un pays lointain un garçon, un bambin du nom d'Aignan, il aurait 5 ans, il vivrait dans un palais où tout irait à l'abandon. Un jour, sa nounou lui disait « Jadis, tu avais ici 25 cousins. Alors, nous vivions dans la paix, mais un à un, ils ont tous disparu. L'on n'a jamais su pourquoi.
Aujourd'hui, tu dois partir à ton tour, sinon nous allons tous à la mort. » Alors Aignan fuyait. La narration s'ouvrait par un court fabliau moral. Au sortir d'un layon, un sphinx asseyait Aignan. « Voilà, dit l'hallucinant animal, un parfait sandwich pour mon fricot. Ça faisait un laps qu'on n'avait plus vu un niard aussi dodu sous nos climats. »« Oh là, sphinx, oh là !» fit Aignan qui connaissait Lacan mot à mot. « Un instant, voyons. Tu dois d'abord accomplir ton fatum. »« Mon fatum, fit surpris l'animal. À quoi bon? Tu fais du chichi, nul n'a jamais su la solution. » Il ajouta, pris d'un soupçon subit. « La saurais-tu par hasard ?»« Et qui sait, dit Aignan, souriant d'un air coquin. »« Tu as un air fanfaron qui nous plaît tout à fait, vilain avorton, poursuivit l'insinuant sphinx. Soyons donc fair-play, ton ambition adoucira ta mort. Voici mon oral ultimatum. » Il saisit un luth, prit son inspiration, puis s'accompagnant, chanta. Y a-t-il un animal qui ait un corps fait d'un rond pas tout à fait clos, finissant par un trait plutôt droit? Moi cria alors Aignan. L'animal biscornu prit un air assombri. Tu crois? Mais oui, dit Aignan. Alors tu dois avoir raison, fit l'animal d'un ton chagrin. Aignan prit un bâton, il assomma l'animal qui, pommant son aplomb, disparut dans la pique dans un tourbillon sans fin. Mouais. Et les pages suivantes m'ont fait à peu près le même effet. Et puis vint le chapitre 4, qui m'a remis en selle. Chapitre 4. Anton Voil disparut à la Toussaint. 3 jours plus tôt, il avait lu, dans un journal du soir, un rapport qui l'alarma fort. Un individu, dont on craignait tant l'obscur pouvoir qu'on gardait son incognito, s'introduisant à la nuit dans un local du commissariat principal, y avait ravi un pli qu'on disait capital car on y divulguait la compromission du trio d'argousins qui commandait à la maison Poulaga. Il fallait, pour assainir la situation, ravoir au plus tôt l'inopportun manuscrit, sinon l'hardi fripon saurait à qui l'offrir. Mais quoiqu'on fût sûr qu'il l'avait tapi dans sa maison, qu'on fouilla au moins 20 fois, on n'arriva pas à la voir. Jouant son va-tout, un commandant, Romain Didot, qu'accompagnait son adjudant favori Garamond, alla voir Dupin, dont on vantait l'infaillible flair. A priori, lui dit-il, nous n'aurions pas dû tant pâtir du vol. Pour tout pli, disons normal, si l'on nous avait ravi un X ou un Y, ça nous aurait fait un faux bond minimal. Mais ici, il a pour filiation un bourdon trop important. Un bourdon, s'intrigua Dupin, qui à coup sûr ignorait la signification du mot. Pardon du jargon, sourit Didot. Disons qu'il nous paraît s'agir d'un vol pour nous vital, car il abolit, il fait vain, il fait caduc, tout souci d'organisation. Il affaiblit nos pouvoirs dans la proportion d'au moins 1 sur 5. Or donc, voulut savoir Dupin, l'on a 20 fois soumis la maison du filou à l'Inquisition. Oui, admit Didot, mais l'on fit chou blanc à tout coup. L'on farfouilla pourtant partout. « Et voilà qui m'apparaît fort clair, » affirma Dupin. « Tu fourgonnas partout, tu sondes à murs ou plafonds, mais sans aucun fruit, car tu as un cristallin, mais tu n'y vois pas. N'as-tu pas compris, gros ballot, qu'à coup sûr ton gars avait fait choix d'un abri plus subtil, à savoir qu'il n'avait pas tapi son larcin, qu'il l'avait tout au plus sali ou racorni, ainsi qu'on fait d'un mot banal, puis blotti dans un sous-main où tu l'as pris au moins 10 fois, sans savoir, sans vouloir ni pouvoir savoir qu'il s'agissait non d'un chiffon trivial, mais du pli si primordial. Mais, objurga Didot, il n'y avait aucun sous-main. Allons donc, ironisa Dupin. Il mit son maquintosh, prit son riflard, sortit, affirmant « J'y vais, dans un instant tu auras ton papyrus ». Mais quoi qu'il ait raison, du moins dans son calcul, il manqua son coup. « Jadis au moins j'avais du pot, murmura-t-il. Puis par consolation il s'occupa, laissant la PJ à son tracas, d'un orang-outan qui avait commis 3 assassinats. Si Dupin n'a pas su, quoi qu'il ait d'instinct tout compris d'A à Z, il n'y aura pas pour moi d'absolution, nota Anton Voil dans son journal. Ah, ça je connais. Pérec vient d'écrire en cabot et en 2 pages la lettre volée d'Edgar Poe. Mais pourquoi? Ah, la lettre volée. La lettre volée. Et cette phrase clé, si Dupin n'a pas su, quoi qu'il ait d'instinct tout compris d'A à Z, il n'a pas trouvé la lettre volée. Et muni de cette nouvelle petite clé de lecture, je vous propose de reprendre à zéro
la lecture de la disparition.